Ok, donc on s'arrête là pour les questions et on passe du coup à Laurence Blisson avec le fichage institutionnel, le fichage pour toutes, un titre sur lequel j'assume une petite responsabilité. Bonsoir, merci d'être présent. Donc je suis Laurence Blisson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Ça veut dire que je suis juge, mais que je suis aussi syndicaliste et d'un syndicat qui notamment est extrêmement mobilisé depuis sa création pour la défense des libertés. Mon intervention a trait à la question du fichage, le fichage institutionnel, fichage pour tous, fichage pour toutes. Le fichage institutionnel, c'est en gros, pour dire les choses assez rapidement, le fichage qui vient de l'État. Le propos que je voudrais avoir ce soir, et essayer en tout cas de vous sensibiliser sur une question, c'est que ce fichage, il ne se limite pas aux personnes, à l'autre, à celui qui n'est pas vous, à celui qui aurait quelque chose à se reprocher, voire aux criminels, aux tueurs en série ou aux violeurs que vous voyez passer à la télé. D'abord parce que le fichage institutionnel dépasse les fichiers de police ou de justice pour aller jusqu'à des fichiers dans les domaines de la santé ou dans le domaine scolaire, sur lesquels je reviendrai pas, mais aussi parce que en réalité ces fichiers, quand bien même ce sont des fichiers de police ou de justice, vous verrez qu'ils sont extrêmement étendus à tel point qu'on peut considérer en réalité qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a un fichage de la population de manière assez générale, même si les chiffres ne sont pas plus de 60 millions de personnes fichées, mais l'ampleur du fichage tend vers ce fichage-là. Pourquoi est-ce que, en soi, le fichage institutionnel doit nous interroger et doit vous interroger en tant que citoyen? Parce que lorsqu'on vit dans une démocratie libérale, pas au sens économique, mais au sens vraiment politique et liberté personnelle, on doit être en mesure de vivre libre face à l'État, et ça signifie notamment vivre sans que l'État sache ce que je fais. C'est important de s'interroger sur le fichage qui peut être mis en œuvre parce que y a une grande différence entre vous et l'État. Bon, on voit bien une sorte de différence de taille. La différence principale, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que l'État va faire de ces données, ou à tout le moins ce qu'il fera dans l'avenir. Et que le citoyen n'a pas la maîtrise personnelle sur ce qui sera fait de ces données. On est actuellement dans un contexte très particulier, vous le savez, l'état d'urgence dans lequel on voit, mais c'est même au-delà de l'état d'urgence, une capacité de l'État à intervenir de manière toujours plus forte et toujours plus lourde face aux citoyens, et donc c'est important d'être conscient de ce problème-là. Je voudrais donner quelques exemples qui peut-être vous permettront de vous sentir visé, en tout cas, par ce fichage institutionnel. Alors, je vais vous donner d'abord 3 exemples qui sont des activités que vous et moi pouvons avoir de manière assez régulière et dans lesquelles le fichage existe. La première, bon, pour le coup, ça ne me concerne pas trop, mais peut-être plus vous, assister à une épreuve sportive. Je donne par exemple l'exemple du match de foot au PSG, ou je ne sais pas si vous aimez le patinage artistique, quelque chose comme ça. On est dans une situation, notamment en Île-de-France, où depuis avril 2015 a été créé ce qu'on a appelé le fichier STAD. Ce fichier a été en partie invalidé par le Conseil d'État, donc qui est la plus haute juridiction administrative, sur quelques points. Et néanmoins, les personnes qui se rendent en région parisienne dans une enceinte sportive font l'objet d'un fichage qui est lié à l'idée selon laquelle il serait bon de réunir des éléments sur les personnes pour pouvoir, à terme, prévenir des troubles qui pourraient advenir dans un stade, à son abord, etc. Sauf que ce fichage, il va concerner potentiellement tout le monde et toute personne qui se dit supporter. Ça, c'est ce que dit l'arrêté, qui dit donc en qualité de supporter ou se comportant comme tel. Alors, juste pour vous donner une petite idée, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce fichier ? Il peut y avoir donc le motif pour lequel on vous met dans le fichier,
des informations, votre nom, votre pseudonyme, nationalité, profession, adresse ou lieu de résidence, coordonnées, date et lieu de naissance. Signes physiques, particuliers et objectifs, photographie. Titre d'identité. Activité publique, comportement et déplacement, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d'appartenance. Agissement susceptible de recevoir une qualification pénale. Bon, je vous dis, fumez pas de joint dans un stade. Au-delà de l'illégalité par principe. Immatriculation des véhicules. Personne entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. Éléments des procédures judiciaires dont sont saisis les officiers de police judiciaire. Il y avait une donnée supplémentaire qui a été annulée par le Conseil d'État quand même, c'était le fait qu'on pouvait en gros connecter avec plein d'autres fichiers. Mesures administratives d'interdiction de stade et mesures judiciaires d'interdiction de stade. Donc ça c'est si vous avez fait l'objet d'une mesure, vous êtes considéré comme un hooligan par exemple. Et on voit ici que, alors même qu'on est sur une activité qui peut vous paraître absolument banale et relever de votre liberté, un nombre extrêmement important de données sont recueillies et conservées vous concernant. Et en réalité, ça va plus loin que ça, puisqu'on voit de manière assez périodique revenir la volonté d'étendre encore plus ce fichage que vous pourriez déjà trouver quand même assez massif, et notamment dans des propositions de loi qui se donnent toutes pour objectif de lutter contre le hooliganisme. Donc on utilise une figure repoussoire un peu, je sais pas moi, le hooligan d'extrême droite identitaire qui casse la gueule à tout le monde ou qui tient des propos racistes dans le stade. Tout ça pour faire advenir un fichage toujours plus grand, avec heureusement des organisations, c'est la Ligue des droits de l'homme qui avait notamment introduit un recours contre ce fichier, qui tente de limiter la casse, mais malheureusement une juridiction qui limite en tout cas les annulations, puisque ce qu'a fait le Conseil d'État dans cette matière, c'est qu'elle a dit que c'était pas possible de mettre ce qu'il y avait dans les fichiers de police dans ce fichier, et que c'était pas possible de le transmettre aux associations sportives, parce que là il y avait vraiment un risque trop important. Alors ça c'était la première activité. La deuxième, c'est celle de prendre un avion. Alors bon, c'est pas terrible niveau bilan carbone, mais j'imagine que ça vous arrive aussi. Prendre un avion, pour vous donner une ordre d'idée, on transitait par la France, alors j'ai qu'un chiffre de 2013, mais enfin j'imagine que ça ne peut être qu'en augmentation, 173 millions de passagers. Donc là on voit tout d'un coup le caractère assez massif. Et il y a un fichage systématique en France de tous les passagers d'avion. Ce fichage, il a été étendu à la fin de l'année 2013 dans une loi de programmation militaire. Et je pense que ça doit vous intéresser de savoir que le fichage des personnes qui prennent l'avion pour aller en vacances, à une conférence, à, je sais pas, voir sa grand-mère, est fiché sur la base d'une loi militaire. Pourquoi une loi de programmation militaire? Parce que ce fichage est d'abord présenté comme servant la lutte contre le terrorisme, et c'est ce qui permet de susciter une sorte d'adhésion de principe au motif que finalement ce serait pas si grave que l'État sache que je vais à tel endroit parce que nous voulons tous lutter contre le terrorisme. C'est là un piège dans lequel il faut pas tomber, et je crois que Philippe a commencé à évoquer en tout cas la question de je n'ai rien à cacher. Je donnerai quelques éléments plus tard sur pourquoi est-ce qu'il n'est pas légitime de préconstituer les gens comme suspects. C'est-à-dire, vous mettre dans un fichier des personnes qui ont fait telle ou telle chose, c'est dire, vous faites déjà partie de la liste des suspects s'il se passe quelque chose. Et c'est ça, en réalité, le problème de principe du fichage. Alors, il y a un article donc, du Code de la sécurité intérieure qui instaure ce PNR, c'est Passenger Name Record, donc fichier des réservations des transports aériens en français. C'est un fichier qui en fait a un objectif, donc je vous l'ai dit, l'objectif très largement mis en avant c'est le terrorisme, mais en réalité ça sert aussi par exemple pour empêcher ou ficher les étrangers. C'est-à-dire que ça sert aussi, par exemple, pour des enquêtes sur l'aide à l'entrée ou au séjour des personnes étrangères. Et donc ça sert dans une logique de fermeture des frontières et dans une logique où l'étranger n'est pas une personne souhaitée. Ça sert aussi, par exemple, sur la question des contrefaçons. Et donc on voit que ça a un champ extrêmement large.
Alors, il y a une unité d'information des passagers qui collecte pas moins de 35 informations. C'est toujours intéressant en fait de voir quelles informations sont collectées. Et donc, on a indiqué notamment une des informations qui n'a pas pu être collectée, c'est celle de votre régime alimentaire dans l'avion. Pour la raison que ça pouvait traduire des données qui sont en réalité des données religieuses notamment, qu'il est interdit de ficher dans ce cadre. Mais néanmoins, on a 35 informations collectées, et puis tout ça peut être adressé à plus de 60 services différents de police ou de services de renseignement. Et puis tout ça va être conservé 5 ans. C'est-à-dire que tous vos déplacements vont être conservés pendant une durée extrêmement importante, avec, pour certains services, la possibilité d'accéder directement à ces données, nous dit le texte, en cas de menaces graves et d'urgence. Mais à ce moment-là, on a vraiment un accès absolument direct. Il faut savoir quand même, et vous le savez peut-être, que au Parlement européen, la Commission Liberté a résisté pendant des années à ce fichage des passagers aériens en disant on ne peut pas accepter, même si le motif est louable, celui de vouloir lutter contre le terrorisme, on ne peut pas accepter qu'on fiche l'ensemble des citoyens. Ça n'est pas comme ça que l'on peut agir légitimement contre le terrorisme. On est actuellement dans une période de grosse turbulence qui fait que même ce foyer de résistance qu'était le Parlement européen est en train de céder, et avec une impossibilité aujourd'hui à contester ce fichage qui pourtant montre à la fois qu'il est absolument massif, et qu'en réalité on sait très bien que ceux qui le veulent, ceux qui sont dans des réseaux organisés, sont susceptibles de le contourner, et donc même en termes d'efficacité ça s'interroge. Dernier élément qui nous concernera peut-être certains d'entre vous, moi je dirais en tout cas, c'est le fait de militer. Il y a donc aller voir du foot, prendre un avion, et puis il y a aussi les activités de militantisme. Et là, de nouveau, on a soit des tentatives de fichage institutionnel, certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'en 2008, une certaine Edwige est entrée dans le terrain politique. Ça n'est pas une personne réelle, c'est un fichier. Edwige, ça veut dire exploitation documentaire et valorisation de l'information générale. Et en réalité, c'est le fichage politique. Fichage politique, syndical, religieux et d'individus ou de groupes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Parce qu'en réalité, on voit que l'extension du fichage, elle sert souvent à ça, à dire on veut éviter tout trouble à l'ordre public, tout ce qui pourrait déranger dans l'ordre public. Et donc on va accumuler des données pour pouvoir éviter cela. C'était aussi la logique de la loi renseignement, par exemple, qu'on a été nombreux, en tout cas que l'OLN a dénoncé l'année dernière, et qui consiste à recueillir un nombre très important de données sur des personnes, pas uniquement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais dans le cadre de la protection des intérêts économiques de la France ou d'autres domaines, c'est-à-dire, par exemple, si vous militez, si vous êtes militant anti-nucléaire, vous pouvez faire l'objet d'une collecte de données secrètes avec des renseignements qui peuvent être conservés par l'État jusqu'à 6 ans. Et puis il y a des fichiers qui sont des fichiers secrets. En général, on donne des petits noms aux fichiers. Il y en a un, donc il y avait Edwige, je vous l'ai dit, il n'est pas en vigueur. Hein. Et puis il y a Christina. Christina, lui, elle existe. Et c'est un fichier des services de renseignement. Alors, militer, vous pourriez vous dire, oui, mais bon, je vois pas le rapport avec le fichage policier et le fichage des délinquants, par exemple. Je vais vous en donner un qui a trait à un exemple assez récent. Donc vous savez qu'à la suite des attentats que nous avons vécus, l'état d'urgence a été déclaré et que de très nombreuses manifestations ont été interdites. Elles ont même quasiment systématiquement été interdites, notamment pendant le mois de novembre. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait également la crise des migrants et donc beaucoup de gens qui voulaient manifester leur solidarité avec les migrants selon un mot d'ordre assez simple qui était « welcome » et assez humain. En novembre, pendant l'état d'urgence, des personnes ont donc manifesté et se sont retrouvées pour 300 d'entre elles en garde à vue.
elles se sont retrouvées en garde à vue simplement parce qu'elles sont allées dans l'espace public. Il y avait d'autres personnes qui allaient dans l'espace public pour d'autres raisons, par exemple qui allaient à un marché de Noël, qui allaient faire les magasins, qui allaient, etc. Mais eux, ça n'était pas interdit. Par contre, cette manifestation était interdite. 300 personnes en garde à vue pour participation à une manifestation non autorisée. 300 personnes qui se sont vues prendre leurs empreintes digitales. Empreintes digitales qui ont intégré un fichier de police et qui ont intégré ce fichier de police pour une durée qui, au moment où elle a été prise, était une durée de 25 ans et qui, aujourd'hui, est une durée qui a été un peu réduite par un décret qui vient d'être publié. Des fichiers de police comme celui-là, il y en a à peu près 80. Il y en a qui sont liés en réalité aux personnes étrangères, aux véhicules, aux immatriculations. Et puis il y a les fichiers qui sont liés aux personnes suspectées ou ayant commis des infractions pénales. Et là encore, je veux vous dire que sans vous accuser d'être des dangereux criminels, vous êtes potentiellement présent dans ces fichiers de police ou, sans être encore une fois une personne absolument détestable, vous êtes susceptible d'y entrer un jour. On a 3 grands fichiers de police auxquels il me semble que vous devez vous intéresser. Le premier s'appelle le TAJ, T-A-J, fichier des antécédents judiciaires, c'est T pour traitement, qui est un mot assez habituel dans le cadre des fichiers, qui est en gros donc l'un des le plus gros fichiers de police. Il y a plus de 12 millions de fiches dans ce domaine. Et c'est dès lors que vous déposez une plainte à la police ou que vous faites l'objet d'une plainte ou que vous êtes témoin dans une affaire, vous intégrez ce traitement des antécédents judiciaires. Il y avait eu une polémique il y a plusieurs années, à l'époque ça s'appelait le STIC, ça a toujours des petits noms assez intéressants, parce qu'en réalité une très très grande majorité des fiches étaient incorrectes. Et donc par exemple des personnes qui s'étaient juste fait voler leur téléphone portable apparaissaient comme voleurs, ou inversement, sachant que ça n'est pas anodin parce que ce fichier est utilisé par exemple si vous passez un concours ou si vous voulez travailler dans une zone aéroportuaire par la préfecture, il est examiné par la préfecture pour savoir si vous pouvez être autorisé à travailler ou si votre demande est recevable. Et ce qui est particulier aussi dans ce fichier, c'est que quand bien même, par exemple, vous seriez accusé d'une infraction pénale, prenons, je ne sais pas moi, un tag. Vous êtes accusé. Au final, on classe, le procureur de la République décide de ne pas vous poursuivre. Eh bien, malgré tout, vous pouvez être maintenu dans le fichier de police. Les textes disent au nom de la finalité du fichier. Or, l'objectif d'un fichier, c'est d'être toujours plus gros. C'est vraiment d'être toujours plus gros parce que, précisément, en tout cas, pour les services de police, l'idée, c'est plus on a de données sur les gens, mieux c'est, ça nous donnera des informations. On voit donc là qu'il y a quand même des inquiétudes très fortes à se faire et la France a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette base-là parce qu'on dit mais le problème c'est qu'en fait vous restez de manière bien trop longue dans ce fichier et avec une très grande difficulté à en sortir puisqu'on vous dira toujours mais oui mais c'est quand même pratique de vous avoir dans le fichier et puis c'est pas si grave pour vous. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit mais peu importe. En fait, c'est grave pour vous quand bien même personne ne consulterait votre fiche. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'un policier un jour regarde votre fiche pour que ce soit grave pour vous. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est que par principe, dès qu'il y aura par exemple une comparaison qui sera faite avec des fichiers de police, l'ordinateur ou la personne vous regardera et vous examinera comme un suspect potentiel. Je suis désolé de m'adresser à vous en disant vous, mais ne le prenez pas mal, hein, surtout. Deuxième fichier de police qui est celui que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette manifestation, c'est le fichier des empreintes digitales. Il y a à peu près 5 millions d'empreintes qui sont aujourd'hui dans ce fichier. Je voudrais vous dire d'abord une chose qui est que la police, dans ses affaires, elle n'a pas accès au fichier des cartes d'identité. Donc elle n'a pas accès aux empreintes de tout le monde, et heureusement, parce qu'il y a eu un jour l'idée de se dire, bah, tiens, si on faisait un fichier de tout le monde, on appelait ça le fichier des gens honnêtes. Et donc on prend l'ADN, on prend les empreintes digitales de tout le monde, et puis comme ça on pourra presque, avec une sorte de présentation assez idéalisée, qui serait de dire, mais ça permettra de montrer que les gens sont innocents. Par avance.
Il faut bien voir le danger qu'il y a en réalité à ce fichage-là. Mais on n'en est pas si loin, voyez-vous, quand je parle quand même de 5 millions de personnes qui sont fichées. 5 millions, c'est y compris des enfants. Il n'y a pas, à 13 ans, on peut être dans le fichier des empreintes digitales si on a volé quelque chose ou si on a tapé quelqu'un dans la cour de récré, que les parents ont porté plainte et qu'ensuite on est amené au commissariat. Ça concerne tous les délits et les crimes et avec une durée de conservation qui va de 10 à 25 ans. 25 ans, ça concerne notamment des infractions qui sont considérées comme les plus graves, mais dont la liste est extrêmement développée. Je vous donne un exemple d'infractions considérées comme les plus graves qui sont très développées. En matière de stupéfiants, vous savez que si vous avez sur vous un joint, une boulette ou plus, mais moins, moins ce sera difficile, vous vous rendez coupable de détention, transport, acquisition de produits stupéfiants. C'est une infraction pénale pour laquelle vous encourez 10 ans d'emprisonnement actuellement. Peu importe la quantité, c'est ce que dit la loi. Cette infraction-là, c'est une infraction qui rentre dans un cadre juridique qui dit que si un jour vous êtes interpellé par la police avec cette boulette ou ce joint, qu'une procédure est diligentée dans laquelle on va systématiquement vous demander votre empreinte digitale va rester dans les fichiers de police pendant 25 ans. Ça veut dire que pendant 25 ans, parce que quand vous aviez 16 ans, vous aviez une boulette de shit sur vous, vous êtes par définition un suspect. S'il y a à l'autre bout de la France un cambriolage et que dans ce cambriolage on trouve une empreinte digitale, quand des comparaisons seront faites avec les autres empreintes digitales, votre empreinte à vous sera comparée. Vous avez beau être à l'autre bout de la planète, vous n'êtes plus une personne comme les autres, celle qui n'est pas dans le fichier et donc dont on ne peut se demander si elle l'a commis que si on se dit on sait qu'elle était là, on a des éléments objectifs la concernant. Non, vous serez par principe un suspect. Et c'est ça le problème. Une enquête judiciaire, elle doit être basée notamment sur le fait qu'on a d'abord un soupçon sur une personne, on sait qu'elle était là et donc on se dit peut-être elle avait un intérêt à commettre ce cambriolage. Le fichage massif, il inverse cette logique. Et il dit, il y a des suspects par principe, même si ce qu'ils ont fait n'a absolument rien à voir. Fichage génétique. Dans les années 98, le fichage génétique, donc de l'ADN, est introduit pour lutter contre les criminels sexuels. C'est, avec le terrorisme, la figure qui sert énormément en matière de fichage et en matière de surveillance, parce que tout le monde est d'accord pour lutter contre ça. Et tout le monde se dit, on va faire tout ce qu'on peut faire pour surtout protéger les gens. En 2000, il y avait 2000 traces ADN dans le fichier. Aujourd'hui, on est à plus de 2,6 millions de traces ADN dans ce fichier. Parce qu'en fait, au départ, on était sur les infractions sexuelles. Et puis, au fur et à mesure, ça a été étendu de manière absolument massive. Ça a été étendu évidemment à l'exemple que je vous donnais précédemment, donc les stupéfiants. C'est étendu aussi aux personnes, ça va l'être en tout cas, qui font des atteintes au système de traitement de données. C'est quoi le A ? Automatisé de données, pour une raison assez curieuse quand même, parce qu'on ne voit pas bien le rapport. Par contre, sur les escroqueries, sur les infractions financières, ça n'y est pas. Et j'étais récemment à un procès à Lille de déboulonneurs, c'est des anti-pubs qui taguent juste des pubs, qui avaient fait l'objet de ce prélèvement ADN, parce que la loi fixe une liste de plus de 100 infractions dans lesquelles il doit y avoir ce prélèvement ADN. Et parce que les politiques ont dit il faut à la fois prendre l'ADN de tout le monde et surtout poursuivre ceux qui ne veulent pas donner leur ADN parce que finalement c'est le signe d'être encore plus suspect. Si on ne veut pas donner son ADN, c'est qu'on est encore plus suspect. La durée de conservation, je voudrais quand même 25 ans si vous êtes uniquement suspect, 40 ans si vous avez été condamné. Vous voyez dans tous ces cas qu'on est sur des durées absolument massives et que le problème c'est qu'au demeurant, l'effacement qui est possible, il faut le demander au procureur de la République qui peut refuser, à ce moment-là vous le demandez à un autre juge, etc.
il est rendu extrêmement difficile par le fait qu'en fait, la finalité du fichier, c'est toujours d'être toujours plus gros. Et que la croyance dans l'absolue nécessité de ces traces ADN, d'avoir un fichier plus gros, est extrêmement répandue, alors même qu'il faut quand même avoir des réserves extrêmement fortes sur le sens que peut avoir la preuve ADN. Je sais que quand on regarde des séries américaines, par exemple, on se dit que c'est super, l'ADN. Il faut savoir qu'il y a des limites, et que ça n'est pas parce que, par exemple, un ADN se trouve quelque part, au-delà de la question de comment est-ce que ça peut prouver quelque chose par rapport à la personne, ce n'est pas parce que l'ADN se trouve quelque part que ça signifie que c'est lui le criminel, lui ou elle. En la matière, on a une jurisprudence j'évoquais de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit attention, ça n'est pas un acte neutre, parce que ça qualifie effectivement comme suspect, on est stigmatisé par avance, et donc il faut absolument fixer des limites dans le temps. Vous voyez quand même que le droit français ne limite pas dans le temps, 40 ans, 25 ans, je vous ai parlé de durée extrêmement longue. Et puis il faut une possibilité pour les gens d'en sortir. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une incapacité dans les faits à en sortir parce que les demandes qui sont formulées par les personnes se heurtent systématiquement à cette logique qui est c'est la finalité du fichier. Et on voit qu'on est dans un système qui est dans une fuite en avant totale, avec une nécessité aujourd'hui de résister, et cette résistance, elle se tient sur le terrain politique, et notamment en tant que citoyen, en essayant à la fois de contester la validité et le sens de ces fichiers, et de lutter pour qu'on revienne en arrière et qu'on accepte le fait de dire qu'une enquête, elle ne doit pas être menée sur la base de ce que va dire un fichier et ce qu'il va chercher lui-même, elle doit être menée autour de ce qui s'est passé, par exemple, sur un acte, et comment est-ce qu'on peut récupérer des données dans ces informations-là. Voilà. J'espère vous avoir sensibilisé au fichage institutionnel, pas dégoûté d'aller dans des manifs. Pour votre information, la manif de samedi contre l'état d'urgence est autorisée, vous n'y risquez rien, n'amenez pas de joint avec vous, mais venez nombreux.